Eh bien, on va prendre le boulot. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Plaisir de modérer une séance qui nous permettra d'entendre deux interventions. La première étant celle d'Emmanuel Laurent, qui est auteur de Comme si, comme ça. Voilà, Comme si, comme ça. Et Emmanuel Laurent est créatrice d'une chaîne YouTube pétrie d'humour, Mardi Noir, qui traite singulièrement de la psychanalyse. Et elle nous parlera du coup du hamster. Ah, j'en sais pas plus. Et ensuite, Élise Pestre, qui est psychanalyste, qui est maître de conférences et chercheuse au CRPMS, auteur d'un livre sur la vie psychique des réfugiés, paru en 2014 et bénéficiant, comme de juste, de réédition copieuse, nous parlera de subjectivité dans la frontière. Voilà. Ce que je propose, c'est que les deux exposés prennent place l'un après l'autre et que nous ayons un temps, pas très long, mais néanmoins suffisant, de discussion. Alors, Emmanuel, je vous en prie, allez-y. Oui. Bonjour à tous. Alors, on m'a invité en me disant que l'intervention était limitée à 20 minutes. Vous allez voir qu'elle va durer moins longtemps, puisque j'avais très très peur de déborder. Et vous allez voir aussi que c'est assez en lien avec mon symptôme. Et ça tombe bien, puisque c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. D'ailleurs, on m'a aussi dit, Emmanuel, est-ce que ça vous dirait de participer à ces journées, parce que je trouve que vous parlez très bien du symptôme. Donc je ne savais pas trop comment le prendre, mais je me suis dit, ok, je vais donc parler de cette histoire de hamster. D'où le titre de cette intervention, Le coup du hamster, énigmatique pour l'instant, mais que je vais déplier ici. Je vais parler de ce mal qui ronge, de ce symptôme qui tourne en rond dans la roue du souvenir, cherchant l'issue, bloqué dans l'impasse. Puis j'ai vu le thème plus précis de ces journées, symptôme du politique, politique du symptôme, et je me suis dit, mon histoire rentre plutôt dans la catégorie politique du symptôme. Quelles sont les voies d'expression de celui-ci, sa mise en place, son élection, sa représentation au sein d'un parlement, dans mon cas, contraint de se taire. Le symptôme hurle « écoutez-moi », mais est parfois si bruyant qu'il est désagréable de l'entendre et qu'on préfère se boucher les oreilles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi dire que cette façon de voir le symptôme m'évoque les crises politiques actuelles. Difficile d'entendre le brouhaha des revendications hétéroclites du social, et pourtant, c'est en s'attachant avec précision à écouter cette rage qu'elle a le plus de chances de faire sens. Enfin, vous verrez que mon histoire révèle deux termes qui ont tendance à provoquer beaucoup d'émotions dans tous les champs disciplinaires, à savoir la vérité et le mensonge. Je ne vais pas faire état de ce qu'est la vérité ou de ce qu'est le mensonge. On peut voir déjà avec le symptôme hystérique qu'il fait vérité en psychanalyse et il fait office un peu de mensonge organique en médecine. Et j'ajouterais qu'à l'heure des fake news en politique, les fausses informations, et du fact-checking, la pratique journalistique qui consiste à vérifier les faits et les présenter comme objectifs, il me paraissait important de souligner, voire d'insister, sur le fait que derrière toute vérité et tout mensonge, l'énigme perdure. L'énigme comme question, que recouvre cette vérité, ce mensonge? Qu'est-ce que cette information vient saturer du subjectif? Cette tyrannie de la vérité objective vient-elle tenter de museler la position subjective? J'aurais tendance à répondre par l'affirmative, sauf si nous faisons l'effort d'interroger cette position, notamment par le travail analytique. À l'âge de 13 ans, en pleine puberté donc, j'ai développé la phobie de vomir. Je ne savais pas à cet âge-là, et heureusement, que je signais avec elle un mandat de 13 ans. C'est donc à l'âge de 26 ans que la phobie va enfin me lâcher la grappe. Mais c'est encore quelques années après que je comprendrai plus précisément ce que je fabriquais avec ce symptôme. La phobie, c'est l'angoisse absolue.
Je ne vous apprends rien en réaffirmant ici que l'objet phobique est présent partout et organise entièrement le monde du phobique. On a affaire à une véritable obsession, si bien qu'on arrive à ce paradoxe psychique. Je parle toute la journée de ce qui me terrorise, j'alimente jusqu'à l'écœurement cette angoisse de vomir. Dans mon cas, vomir est égal à dire. Mais dire quoi? Eh bien, dire la vérité, pardi. Et à qui? À mon père. Et ça commence en effet à l'âge de 13 ans. C'est à cet âge-là que m'est venue une première obsession, l'idée saugrenue que ma mère avait trompé mon père. Et l'idée en tête de commencer à lui poser cette question précède de quelques semaines l'apparition de la phobie. Si bien que je la tannais dès que j'avais un moment de libre pour lui faire cracher le morceau. Elle finit par céder et m'avoua qu'en effet, elle avait vécu des amours parallèles il y a bien des années avec un collègue de travail. À cette époque, je suis en conflit avec mon père pour tout un tas de raisons adolescentes et je conclus l'aveu de ma mère en lui jetant cette phrase qui, à cet instant, ne trouvera aucun écho. « Eh bien, tu aurais dû me faire avec ton amant plutôt qu'avec papa. » Je ne croyais pas si bien dire. Et je devais bien le sentir. C'était même si bien dit qu'il fallait désormais étouffer chaque dire par cette angoisse de vomir. Bien des années après, à 19 ans, je vais consulter pour la première fois et au bout d'un an de travail, je m'autorise à passer à l'étape suivante. À la recherche de la vérité, vérité qui, je le rappelle, ne me soulage pas tellement. Je rentre un soir à la maison et interroge ma mère, sans concession, « Est-ce que papa est vraiment mon père biologique ?» Ma mère murmure un non. J'enchaîne en lui demandant si papa est au courant et ma mère murmure un deuxième non. Je lui ordonnerai de le lui dire. La phobie ne se calme pas pour autant. Au contraire, elle s'accentue face à la grande indigestion familiale. C'est mon problème. Mon père ne veut pas en entendre parler et ferme les écoutilles et ma mère soupire sa culpabilité. Moi aussi, je me culpabilise. Pourquoi suis-je encore si malade alors que désormais je connais la vérité? Sans voir à cet instant que mensonge et vérité sont parfois les deux faces d'une même pièce et recouvrent ici la question « Qu'est-ce qu'un père ?» et en creux « Que désire ma mère ?» Le désir de la mère est posé par Lacan comme énigmatique. Mais ma mère, par son mensonge, en a fait quelque chose de transparent. Et le roman familial ressemblait plus ici à une propagande totalitaire qu'à un feuilleton sur M6. On n'est pas tant dans le récit que dans le fait d'asséner une version de la vérité. À trop vouloir cacher l'autre vérité, celle qui dérange, elle finit par exploser au visage et par se revendiquer comme objective, masquant alors cette énigme du désir. Mais au fond, de quelle vérité parle-t-on? De quel mensonge parle-t-on? La problématique ici n'est pas tant que ma mère ait trompé mon père et qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme. La problématique, c'est la circulation de l'information, pas toujours heureuse. Je m'explique et j'en arrive enfin à cette fameuse histoire du hamster. À 28 ans, j'entame une deuxième tranche d'analyse et j'expose à ma nouvelle psychanalyste les faits que je viens de vous raconter, à savoir, mon père n'est pas mon père biologique et je date l'apparition de la phobie peu de temps après mes questions à ma mère sur son infidélité. Cependant, cette nouvelle analyste ne se laisse pas prendre au piège de l'énoncé des faits et m'interroge sur le pourquoi de mes questions à l'âge de 13 ans. Dans un premier temps, je lui dis que je n'en sais rien, que je devais avoir un ressenti, que je ne ressemble pas à mon père, alors inconsciemment, ça devait travailler. Elle me rétorque qu'elle entend bien toutes ces raisons, mais elle insiste et me demande pourquoi précisément à ce moment-là, je m'enquière d'une telle recherche de la vérité. Pourquoi pas un an avant? Pourquoi pas un an après? Je reste un peu couate, parce qu'après tout, je le redis, je n'en sais rien, c'est arrivé comme ça, pouf. Mais elle n'en démord pas. Elle m'invite à chercher. Dans le silence de cette première séance, me revient un souvenir qui précède de peu cette année-là, mais je dis que je ne vois pas bien le rapport. Donc je sors 2 secondes de l'exposé pour dire que c'est quand même fou, au bout de tant d'années d'analyse, et de dire encore je ne vois pas le rapport, alors qu'en fait, évidemment, tout le rapport est là.
Je lui raconte alors qu'à 12-13 ans, je veux un hamster. À l'heure du dîner, je fais la demande à mes parents si on peut aller en acheter un. Mon père refuse d'emblée, sans discuter. Non, c'est non, il n'y aura pas de hamster, c'est hors de question. Ma mère soupire, souffle, dit à mon père un truc dans le genre « Oh, tu gueules tout le temps, ça va ?» Elle demande « C'est pas la peine de crier, enfin ?» avant de me regarder avec un air désolé que je prends déjà comme la confidence d'un secret qu'on pourrait partager, elle et moi. Papa nous gonfle. Après le dîner, je vais voir ma mère seule et lui redemande si je peux avoir un hamster, que papa ne comprend rien, que je m'en occuperai bien, et je la tanne un peu, je réclame. Elle finit par me dire « D'accord, on va aller acheter ce hamster, mais tu ne dis rien à ton père. » C'est ce qu'on a fait, et j'ai caché le hamster durant 3 semaines, jusqu'à ce que mon père le découvre, gueule un peu, puis l'adopte, comme s'il avait toujours fait partie de la famille. Pendant la narration de ce souvenir à ma psychanalyste, je me rends bien compte de son enjeu dans mes recherches futures sur mes origines. Mais le coup de grâce vient de sa parole à elle, qui conclura cette première séance par « Et dans hamster, il y a se taire ». Et je vais m'arrêter là. Voilà. Bonjour. Alors, sans transition, on passe sur un autre thème. Je me sens comme un mort-vivant, un zombie, me dit un jour Souleymane, un jeune réfugié que je suis 2 fois par semaine et qui a commencé à consulter car il pensait à mourir. Lors d'une séance, il me raconte un rêve qui porte sur sa traversée de la Méditerranée, qui a eu lieu quelques 5 années auparavant. Il décrit ainsi son rêve. C'était une barque très chargée. On était trop nombreux là-dedans. Et il amena ce détail. J'étais située au bord de l'eau. Je la touchais presque et en même temps, j'étais un peu dans le centre avec les gens. C'était bizarre, précisa-t-il. À un moment donné du rêve, alors que la barque naviguait non pas en direction de l'Europe, comme dans la réalité, mais vers l'Afrique de l'Est qu'il avait quittée, Souleymane aperçut au loin une machine bizarre en forme de manège suspendue dans les airs, avec des pinces qui devaient attraper les voyageurs pour se sortir de l'eau et qui tournaient, attrapaient les gens au vol. Le jeune homme raconta combien il s'était inquiété de cette machine en pleine mer, laissant poindre son angoisse. Avec ce paysage onirique, je me représentais une séquence très imagée où le bleu de la mer et du ciel se confondent et où perce à peine une fine ligne de démarcation entre l'horizon et l'eau. Dans ce songe, le temps et l'espace étaient suspendus, les souffles retenus. À la suite du récit du rêve, Souleymane put associer pour la première fois sur sa traversée réelle de la Méditerranée qu'il n'avait encore jamais évoquée jusqu'alors. Au sujet de ce parcours éprouvant qui avait duré 8 jours, il me dit « Au bout de quelques jours, tout le monde s'agitait, les gens commençaient à avoir très peur, tout le monde priait, chantait pour se rassurer, certains même regrettaient d'être là. Moi, en fait, j'étais un peu le seul à être stable. Comme je suis athée, je ne priais pas, je pensais juste à la vie et à la mort. En fait, je n'avais pas peur de la mort. C'est un peu bizarre, non, de ne pas avoir peur de la mort ?» me demanda-t-il. Ce qui m'a frappé dans ce rêve, c'est que Souleymane était situé sur le bord de cette barque, à sa périphérie, tout en étant au centre du bateau, comme s'il flottait dans l'espace, étant à la fois partout et nulle part, à la fois entouré d'une foule, mais isolé, dedans, dehors. J'ai repensé aux propos de Foucault, qui disait du bateau qu'il est, je cite, « un morceau d'espace flottant, vivant par lui-même, fermé sur soi, un lieu sans lieu. » Foucault, qui écrivait aussi, dans ce même petit texte sur les hétérotopies, « Le navire, c'est l'hétérotopie par excellence, caractérisant ainsi ce type d'espace en tant qu'absolument autre, un lieu réel enclavé où se localiserait physiquement la dimension imaginaire de l'utopie. » Or, cet espace absolument autre que Foucault rapprochait toujours dans ce même texte sur les hétérotopies, donc du cimetière ou encore de la colonie, m'a rappelé les espaces d'exception que constituent les campements d'exilés du nord de la France,
où Souleymane a d'ailleurs séjourné plus d'1 année avant de s'installer à Paris. En 2016, j'ai commencé à m'y rendre moi-même dans ce qu'on a appelé la jungle, je reviendrai sur ce terme, de Calais, avec des étudiants en psychologie, des masterants, des doctorants. On est allé à la rencontre des exilés et de ceux qui les prennent en charge dans cette région, mais aussi plus près de Paris, à sa périphérie, Porte de la Chapelle, où ces personnes en état migratoire habitaient et dormaient littéralement sur le bord du périphérique, à la frontière même de la ville et du centre humanitaire dont vous avez peut-être entendu parler, la Bulle, qui a depuis été dégonflée. Centre humanitaire dans lequel les personnes souhaitaient entrer pour se reposer quelques jours, mais dans lequel on ne comprenait pas comment on pouvait entrer dans ce centre ou ne pas y accéder en fait. Donc ça me rappelait vraiment la machine aléatoire du rêve de Souleymane. Nous sommes aussi allés au Liban l'an dernier, où il y a environ 17 000 campements de 10 déplacés qui demeurent là des années durant dans cette condition suspensive. Dans ces espaces-camps, il y en a beaucoup dans la vallée de la Béka, en zone frontière, mais voilà, un peu partout dans le pays. Ces campements d'exilés formaient et continuent de former de vastes espaces d'exception où tout est possible. Je cite Agamben au sujet de l'exception, en tant qu'elle renvoie à ce qui est exclu, mais en dedans, comme le rappelle son étymologie, excapere, pris au dehors. Ces espaces-camps semblent ainsi flotter sur le territoire national autant qu'ils sont suspendus dans le temps. C'est-à-dire que sur place, on ne sait plus vraiment où et quand on se situe. Dans un passé moyenâgeux, du fait que les gens sont forcés de laver leur linge à même le sol, par exemple, dans la boue, ou dans un espace futuriste, utopique, hyper internationalisé, où beaucoup de gens cohabitent dans une multiplicité de langues, des milieux socioculturels très divers. Ce même espace, ces espaces-camps, apparaît ainsi marqué par la pulsion de mort, où règne une puissante destructivité, de la désolation, mais aussi, c'est aussi marqué fortement par un élan vital très puissant, du créatif qui se dégage d'ailleurs de cette même pulsion de mort, qui redemande toujours du nouveau, comme le disait Lacan, et qu'on ressent très puissamment sur place. Ces campements hors temps et hors lieu, où se brouillent les frontières spatio-temporelles, me sont apparus telles des survivances de l'histoire, des revenances fantomales dans le présent, comme le formulait Didier Huberman dans son travail où il reprend toute l'élaboration de Warburg, vous savez, ce psychohistorien, qui s'intéressait à l'art de la Renaissance et à la manière dont il habite la production iconographique de l'art moderne. Dans ce parallèle que je propose avec les campements d'exilés, ces espaces de l'actuel formeraient des sortes d'îlots de survivance, des camps d'étrangers indésirables, comme on les désignait dans les années 30, et qui se sont multipliés depuis, beaucoup, qui ont même proliféré. Il y a plein de sortes de camps maintenant différents, de hotspots, centres de rétention. Donc il y a, je dirais, cette première strate autour de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi une époque plus lointaine qui a à voir avec la question coloniale, et j'y reviendrai. Warburg envisageait ainsi la façon dont le Nachleben, c'est-à-dire la survivance, survit justement de manière spectrale dans l'histoire et renvoie ainsi aux symptômes, à l'impensé, à l'anachronique de cette culture d'époque qui revient dans le présent. Ces espaces-camps contemporains appelés jungles ressemblent bien à des colonies du dedans, où les personnes ségrégées sont enfermées du dehors, en creux du territoire national, et incarnent paradoxalement pour les riverains et les politiques des colonisateurs potentiels de la nation. La formation de ces camps donne à voir dès lors une forme d'inversion de la situation migratoire vécue par l'Europe, où les dits migrants, qui sont en fait des exilés en quête
de refuge, souvent issus des pays qui ont été les colonisateurs, sont perçus comme des envahisseurs, des prédateurs qui ne peuvent pas s'empêcher de développer leur pulsion d'homme primitif en vue de s'approprier la chose nationale et les femmes. Mais revenons à Suleiman. Je l'évoquais, ce jeune homme a vécu dans la grande jungle, toujours entre guillemets, du nord de la France, où on stagnait donc des milliers de personnes qui souhaitaient, comme lui, franchir l'ultime frontière qui les séparait du pays tant rêvé, idéal, l'Angleterre. De sa vie de camp, Suleiman a peu parlé, si ce n'est pour en évoquer une séquence qu'il racontera à plusieurs reprises et qui s'est déroulée à la frontière du gigantesque bidonville de Calais, qui a depuis été démantelé par l'État. Voici cette séquence. Alors qu'il marchait dans la ville de Calais, où il s'était rendu pour faire une course, il a vu un homme sur le trottoir en train de marcher, lui aussi, avec sa femme. À sa vue, l'homme s'est mis à serrer contre lui, dans un geste de protection, sa femme, le regard inquiet. Depuis, Suleiman est constamment habité par la peur de faire peur aux autres et aux femmes un peu plus encore. Mon problème, c'est le contact, dit Suleiman toujours en début de séance. Il évoque constamment la barrière qu'il ressent avec les autres et comment les échanges avec ses pairs se terminent inéluctablement par un sabloc, il y a des frontières. Il semble fixé dans un rapport devenu impossible à son semblable et se sent pénétré par le regard des autres. À l'université notamment, où il a repris des études, où il est l'un des seuls noirs. Il s'est mis à se percevoir comme depuis l'extérieur, des segments de son corps, ses bras comme trop longs, sont étrangers à lui-même. Coupé des autres, son corps est devenu un double étranger, persécutant, duquel certaines parties semblent exclues du contrôle du moi. Étranger à la langue et à la France dans laquelle il ne souhaitait pas rester, Suleiman me dit « J'ai un sentiment d'étrangèreté », reprenant ainsi à son insu le néologisme de Derrida, qui parlait de l'étrangèreté de l'étranger, ou encore de Cabassu, qui évoquait le sentiment d'inquiétante étrangèreté, en reprenant la formule bien connue de Freud. Quand Suleiman a commencé à venir me voir, sa vie ressemblait de près au fragment du rêve évoqué. Il avait obtenu l'asile, repris des études, habité en foyer, mais semblait toujours pourtant radicalement suspendu dans le temps et dans l'espace, déterritorialisé. En écho avec ce qu'il ressentait lui-même quand il disait qu'il était comme un zombie, il apparaissait bel et bien bloqué dans cet espace liminaire qui sépare la vie de la mort, comme s'il était encore immergé dans cette barque qui naviguait à vue dans une mer opaque. Il était bloqué dans l'épaisseur des frontières. C'est le principe de l'Unwelt qui fait reflet de l'Inwelt, disait Lacan au sujet de la frontière, c'est-à-dire, je traduis, le principe de l'environnement qui fait reflet du monde intérieur. En effet, chez Suleiman, les frontières internes semblaient s'être littéralement affaissées et laissées transpercer par l'environnement vécu comme hostile. À raison, il faut bien le dire aussi. De son enfance, Suleiman raconte qu'il a souffert d'humiliations et d'exclusions répétées avec des frères maltraitants qui se moquaient de lui sans cesse, y compris le puiné, témoignant ainsi d'un complexe d'intrusion qui l'a comme infesté, pour reprendre Lacan qui décrit les complexes familiaux, d'une agressivité contenue qui semble désormais inonder non seulement son rapport à autrui, mais aussi à l'espace. Au-delà des liens fraternels, les relations évoquées avec le groupe familial sont décrites comme peu contenantes et prolongent une enfance avec une mère peu aimante, un père effacé puis décédé. Et puis à 9 ans, Suleiman fut envoyé dans une école coranique où il était interdit de parler sa langue maternelle sous peine de sanctions graves. Il passa des années dans ce lieu de vie sévère qui renforça un sentiment de fragilité primitif qui s'actualise chez lui violemment en terre étrangère. Le cas de ce jeune homme introduit ce que je désignerais comme une clinique aux frontières, qui donne à voir comment le moi, cet être de frontières, tel que le désignait Freud,
survit et se défend dans un contexte de ségrégation massive, totale, qui s'étend à tous les niveaux. Ségrégation spatiale, linguistique, sociale. Un champ clinique où le clinicien sur place et les autres soignants d'ailleurs aussi naviguent à vue dans un contexte de suspension généralisée où on tente de prendre en charge des patients aux prises avec un réel social et politique violent, excluant, avec les moyens du bord. Dans mon travail de recherche qui porte sur le sujet à la frontière et qui constitue l'objet de mon HDR, j'explore la manière dont les localités psychiques, selon l'expression de Freud, et les corps en déplacement de ces sujets interagissent avec le contexte géopolitique actuel, mais aussi passé. Comment se creuse le symptôme individuel dans son enchevêtrement à la politique actuelle, particulièrement inhospitalière, mais aussi la politique du passé. Il s'agit ainsi pour moi d'explorer une géopolitique clinique des subjectivités et des corps. Ce qui m'intéresse, c'est d'envisager ainsi, depuis l'optique psychanalytique, dans ses intersections avec les champs du politique et du social, la façon dont l'économie subjective et pulsionnelle va pouvoir se désorganiser, mais aussi se réaménager, comme on l'observe cliniquement dans les camps et campements. Car il convient de souligner que si ces espaces ont le pouvoir d'altérer la barrière de contact entre le sujet et le monde et de potentiellement démanteler les subjectivités, je reprends ici le signifiant de l'État qui démantèle sur son territoire les camps, ces espaces recèlent néanmoins un potentiel créatif et transformateur majeur. Ça, je crois que c'est important de souligner comment dans ce chaos environnemental naissent aussi des praxis inventives, cliniques et artistiques qui s'inscrivent depuis le désir de ceux qui sont ici pour finalement prendre en charge les exilés présents et ainsi tenter de favoriser, d'encourager la réémergence du vivant. Donc il y a toujours dans ces camps, m'a semblé en tout cas, cette dimension biface entre la vie et la mort qui émerge puissamment sur place. D'ailleurs, soi-même, quand on y est, on l'a beaucoup échangé avec les étudiants là-dessus, on oscillait vraiment entre désolation, désespoir, mais aussi des rencontres inédites, beaucoup de sourires, de moments partagés très, très forts, très ultra vivants. On a ainsi pu observer dans ces différents espaces camps combien étaient mis en branle ces sujets habitant aux frontières et comment le moi s'exposait à l'occasion de cette vie en transit à des forces inconnues et impossibles à maîtriser et qu'il pouvait se désorganiser profondément des repères spatio-temporels habituels. Dans cette adaptation à une condition migratoire suspensive, le moi encourt le risque, l'évoquait, de se démanteler à son tour, en actualisant et en amplifiant chez certains leurs symptômes. Je voudrais revenir sur un aspect central, je l'évoquais tout à l'heure, mais ce terme, la désignation en fait politique et médiatique de ces espaces camps, vous en avez entendu parler, qui ont été désignés comme des jungles, car ce signifiant jungle vient fondamentalement dire quelque chose de la violence du politique et des reliquats du colonialisme qui font ainsi violemment retour, me semble-t-il, dans ces espaces hors temps et hors lieu. Je parlais tout à l'heure des survivances de l'histoire, avec un grand H, dans le contemporain à travers, quand j'évoquais Warburg. Et ici, c'est vraiment à travers la langue que ça rejaillit. C'est-à-dire que c'est intéressant de savoir que ce terme est apparu jungle au XVIIIe siècle. Pendant le règne de l'Empire britannique, en sanskrit, Jangala, forêt, steppe, qu'il a bien sûr été après popularisé par le livre de la jungle de Kipling,
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son utilisation médiatique et politique actuelle, il a subi en quelque sorte le même procédé d'appropriation par la langue de l'ancien colonisateur. C'est-à-dire que dans les années 2000, les exilés disaient en pachtou ou en persan qu'ils dormaient dans la jungle. Jungle, mais ça s'écrivait différemment, c'était juste pour décrire en fait les bois dans lesquels ils squattaient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, tout le monde, politique, médias, y compris les exilés d'ailleurs aussi, se sont emparés de ce signifiant qui réactive largement l'imaginaire colonial. Bien sûr, la loi de la jungle, cet univers où règne la loi du plus fort, les animaux sauvages. Et d'ailleurs, souvent, on a entendu dans les campements les personnes exilées dire « mais je veux pas vivre ici, enfin, je ne suis pas un animal ». Ça revient beaucoup, ce thème de ces lieux où il y a un sentiment d'animalisation du fait de cette vie sauvage qui leur est donnée. Il me semble donc qu'à travers ce signifiant jungle émerge précisément le retour du refoulé, ou plus encore même le forclos dans la langue, qui se relie à l'histoire coloniale insuffisamment traitée par le politique. Il y a aussi l'inassimilable de l'histoire dont parlait Benjamin, qui ressurgit, celle de l'histoire des vaincus, et il y a une citation intéressante de Benjamin où il parle de la jungle d'ailleurs et du saut du tigre dans le passé. Ce qui m'a interpellée dans les dites jungles contemporaines, qui résultent d'une politique ségrégante dont le renforcement avait été si bien prédit par Lacan dès 1967, c'est comment ça se précipite, ça actualise en fait le symptôme dans le lien social. Et ce sera mon dernier point, c'est comment on a pu observer sur place, dans ces campements abandonnés par l'État, surtout dans des petits campements où on s'est rendu de manière régulière, pas nécessairement la plus grande, mais de campements qui abritaient environ 200 personnes, que des relations inédites, très puissantes, se développaient entre bénévoles et ou humanitaires et exilés. Alors qu'on avait au départ manifestement affaire à une dynamique d'entraide solidaire, je reprends les signifiants là de l'association, les bénévoles viennent quotidiennement depuis les environs pour pallier au dénuement absolu des exilés, mais peu à peu s'instaure une relation de dépendance en fait, se tisse une réciprocité de la relation de dépendance, comme le disait Manoni dans son livre sur le racisme revisité, qui d'ailleurs, on pourra revenir là-dessus dans la discussion, mais ça, je trouve que c'est important, cette idée de réciprocité de la relation de dépendance, et des relations oppressives, là je reprends Albert Memmi, s'établissent ainsi, souvent à l'insu des uns et des autres, dans ce contexte de précarité totale où règne l'absence de repères institutionnels. Le sujet étranger en situation de DZ est dès lors propulsé dans une réactualisation du rapport à la dépendance signifiante au lieu de l'autre, qui revisite les figures que vous reconnaissez là de Freud, de l'état de DZ, de Alflosigkeit et du Nebenmensch, où l'activation d'un registre de dépendance se voit favorisée chez le sujet exilé, chez celui même qui était pourtant, c'est là le paradoxe d'ailleurs, en quête d'émancipation politique et subjective. Et aussi, on retrouve une tentative d'arrachement au lieu originaire, mais qui définitivement n'est pas possible. Et on sait bien que ce complexe du Nebenmensch peut revêtir les traits de l'hostilité, où s'instaure une forte dépendance dans le lien, de l'aliénation, où il y a beaucoup de jouissance de part et d'autre. Et d'ailleurs, Lacan l'avait aussi souligné quand il parlait de comment la charité décharite, qui condense à la fois l'idée de déchet, de charité, et
disait Regnault aussi dans un petit texte là-dessus, de décharge, de décharge dans tous les sens du terme. Et toi, tu cherches pas à connaître ton pays colonisateur ? Demandait Ibrahima, un jeune exilé ivoirien, un autre arrivant d'Afrique de l'Est, dans un reportage sur France Culture. L'énoncé pour le moins troublant de ce jeune Ivoirien, qui parlait de son pays colonisateur comme d'un lieu déterminant dans sa venue en France, donnait ainsi le là d'une forme de lien de dépendance à la fois imaginaire, symbolique et réel entre l'ex-colonisé et le pays du colonisateur. Pourtant, anachronicisé, ce rapport était ici énoncé par ce jeune Ivoirien comme un inéluctable dans le présent politique, revisitant en quelque sorte, bien sûr, la célèbre dialectique du maître et de l'esclave. On retrouve d'ailleurs dans les campements, à une échelle plus locale, cette question du pouvoir qui va s'exercer par des petits maîtres, à la fois du côté des exilés, qui deviennent des passeurs souvent, ou des autochtones qui, par exemple, on a fait un groupe de parole, il y a eu un meurtre en fait dans un des petits campements, donc on a mis en place un groupe de parole sur place. Et il y avait une personne bénévole qui disait c'est mon camp, je l'ai construit avec mes mains, quoi. Donc vous voyez que peut se former, pas seulement, bien sûr, mais une situation finalement où il y a des éléments post-coloniaux qui s'activent dans ces espaces où l'archaïque n'a plus de frontières et où s'affranchit le pulsionnel dans toute sa puissance, pour le meilleur et pour le pire. Je conclurai sur le fait que, bien qu'il y ait des naufrages psychiques chez ces sujets vraiment flottants, il y a aussi, je tiens à insister là-dessus, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais l'émergence quand même de pratiques de résistance qui s'établissent de part et d'autre et qui se déploient en dehors du pouvoir de la nation souveraine. Des espaces où circulent beaucoup d'éros, des issues sublimatoires qui sont possibles et où on retrouve toute la question aussi de la traduction, de l'invention de nouvelles praxis aux limites, comme le dira un jeune clinicien qui travaillait dans les camps, au sujet de sa pratique, d'une pratique aux limites, à la frontière, qui m'amène à conclure sur la nécessité d'une psychanalyse engagée dans le lien social. Je vous remercie beaucoup.